Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, Madame la Présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, en cette période où l'activité touristique commence à s'atténuer et où la Corse arrive bientôt à l'ère des premiers bilans de la saison 2018, je me fais l'écho des Corses qui, durant tout l'été, ont exprimé leur inquiétude, voire leur indignation face aux nuisances environnementales quotidiennes engendrées par la surfréquentation touristique de certains sites et aussi parfois, il faut le dire, mais sans bien sûr généraliser, par un manque de savoir-vivre. Le tourisme est certes actuellement un des principaux leviers économiques de notre territoire. Cependant, nous constatons tous les limites du modèle qu'a connu la Corse ces dernières décennies. Notre pays mérite mieux qu'un tourisme estival, qu'un tourisme de masse ou qu'un tourisme uniquement fondé sur le luxe. Construire un modèle de développement touristique durable et réduire l'effet de la saisonnalité s'impose donc comme des priorités. Dans d'autres régions du monde, ces questions semblent s'être posées bien tardivement, ce qui a conduit à prendre des mesures radicales. En Italie, plus précisément à Venise, des mesures sont expérimentées pour réduire le nombre de visiteurs sur la place San Marco et les gros navires de croisière sont progressivement bannis du bassin devant la place. À Barcelone, où l'été dernier, la grogne antitouriste a pris la forme de manifestations populaires, des mesures ont été prises par la municipalité afin d'interdire la création de nouveaux hôtels dans le centre-ville et réduire le nombre de locations entre particuliers, locations qui sont portées par les plateformes en ligne dont Airbnb, pour éviter que le centre ne se transforme en ville-musée. À Amsterdam, sont désormais interdites dans l'hypercentre toute nouvelle échoppe destinée au tourisme pour éviter la dignification de la ville. C'est également le cas de Santorin ou Dubrovnik, où les arrivées quotidiennes exponentielles de croisiéristes ont été contingentées. Plus proche, dans les villages italiens des Cinque Terre, un système de cartes payant avec limite d'accès a été mis en place. Plus récemment en France, après des années de lutte, le maire de Saint-Gervais vient d'obtenir que des arrêtés préfectoraux soient pris pour limiter l'accès au sommet du Mont-Blanc à la capacité d'accueil des 3 refuges d'altitude qui, aujourd'hui, sont saturés. Alors que la nouvelle génération voyage beaucoup plus que par le passé, il est difficilement envisageable d'imposer aux touristes de voyager moins. En Corse, l'objectif n'est en aucun cas celui de la décroissance touristique, mais celui d'un tourisme durable, vertueux et respectueux de l'environnement. C'est pour cela, chers collègues, qu'en avril dernier, nous avons fait le choix responsable, à travers l'adoption de la feuille de route de l'Agence du tourisme de la Corse, d'orienter notre politique vers des tourismes plus vertueux, avant qu'il ne soit trop tard et que nos sites incontournables n'arrivent à saturation. Il en allait de notre devoir. En effet, il ne faut plus subir le tourisme, mais s'en saisir pour construire un modèle d'écotourisme qui contribuera au développement de l'économie de la Corse, tout en respectant son patrimoine naturel et culturel. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, pourriez-vous, au vu des comportements observés cette saison, faire état devant notre Assemblée de ce qui peut être envisagé pour éviter que ces questions de pression touristique ne se posent encore avec plus d'acuité les années qui viennent. Ari Graziavi. Merci. Donc, la réponse du Conseil exécutif, Marie-Antoinette Maupertuis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de vous répondre en tant que présidente d'une institution qui a une compétence tourisme totalement décentralisée, mais bien évidemment, j'associe à ma réponse François Sargentini, président de l'Office de l'environnement, puisque nous travaillons de concert en la matière. Alors, la question que vous évoquez est effectivement au cœur d'un grand débat qui traverse actuellement plusieurs destinations. Celles-ci, devant la massification de plus en plus importante de leur tourisme, s'interrogent en effet sur la manière de réguler ces flux qui pèsent bien entendu sur la ressource patrimoniale, naturelle ou culturelle, mais aussi sur la population résidente qui en subit les externalités négatives, au premier titre desquelles la cherté du logement. Ces phénomènes vont se poser avec de plus en plus d'acuité. Je l'avais dit au moment de la rédaction de la feuille de route du tourisme, dans les années à venir,
du fait de tendances lourdes, d'évolutions considérables, d'abord dans le domaine des transports, avec la baisse des coûts de transport, notamment dans l'aérien, et la formidable croissance aussi du commerce en ligne, qui donne accès immédiat à toute la palette d'offres de séjour. Il convient de ramener les choses pourtant à leur juste niveau. La Corse, avec 409 000 touristes en pointe saisonnière, comme le révèle l'enquête aux frontières menée par l'ATC avec l'INSEE en 2017, est loin d'être soumise au même phénomène que certaines villes, que vous avez citées d'ailleurs, qui accueillent toute l'année, je dis bien toute l'année, jusqu'à 30 millions de touristes pour Venise, qui compte 55 000 habitants, 32 millions de touristes à Barcelone, qui compte 1,6 million d'habitants, ou Amsterdam, et c'est 18 millions de touristes pour 830 000 habitants. Nous sommes également loin de certains sites patrimoniaux, comme le Taj Mahal, qui reçoit à lui seul 6,5 millions de touristes par an et qui envisage de limiter à 40 000 par jour la fréquentation, qui peut atteindre jusqu'à 70 000 personnes jour, certains week-ends, et cette restriction ne s'appliquera d'ailleurs qu'aux locaux, puisque les touristes étrangers pourront continuer à visiter le Taj Mahal. Pour autant, ceci étant dit, notre île est fragile, et surtout, il s'agit de l'environnement est notre principale ressource, et on ne peut ignorer que certains sites emblématiques à l'intérieur, comme sur le littoral, la pression estivale en pointe apparaît déjà en limite de ce qui peut être accepté. Et il est à noter que la labellisation de certains sites, il faut quand même le dire, accentue aussi, paradoxalement, un afflux de fréquentation. Il convient donc tout d'abord de pouvoir disposer d'indicateurs précis qui mesurent la fréquentation, les capacités de charge de nos espaces et définir en toute objectivité les effets de seuil. J'ai demandé que soit engagé ce travail de données auquel doit être associé le monde scientifique, les gestionnaires de sites, les acteurs concernés, les communes, les intercommunalités et bien évidemment l'Office de l'environnement qui d'ailleurs a initié un plan de suivi sur les lavettes et sur la montagne. Je rappelle que j'ai souhaité mobiliser, en ayant eu le plaisir d'être entendu par l'ensemble des conseillers ici présents, sur cette question à travers la feuille de route du tourisme, sur l'impérieuse nécessité de modifier la trajectoire du tourisme corse pour viser un modèle singulier de destination durable en Méditerranée, associant qualité de l'offre, protection de l'environnement et différenciation compétitive. La feuille de route que j'ai présentée en pose le cadre, en fixe les exigences et n'en méconnaît pas les contraintes. Elle prône un étalement dans l'espace et bien entendu dans le temps du tourisme. Si l'étalement dans le temps est d'ores et déjà au rendez-vous, comme on peut le constater à l'heure actuelle, l'étalement dans l'espace reste à parfaire. Il dépend des offres compétitives que les opérateurs publics ou privés sont à même de porter. Il dépend des choix menés par les intercommunalités qui ont une compétence tourisme. Et il faut le dire, il dépend aussi de l'aptitude à réguler les tendances fortes au paracommercialisme. Madame la conseillère, vous me demandez ce que l'on peut faire pour anticiper ce risque majeur de massification sur certains sites. Dans le champ de compétences qui est le mien, 3 types de solutions apparaissent et seront à combiner. En premier lieu, mieux équiper et mieux gérer nos sites soumis à forte fréquentation et être en capacité de réorienter les flux, en utilisant notamment les outils digitaux qui vont permettre d'orienter les flux vers de nouveaux points d'attraction. En deuxième lieu, comme j'entends des voix qui s'élèvent dans l'opinion publique pour dire qu'il faut faire payer, qu'allons-nous faire payer? Est-ce qu'on peut faire payer la plage, la rivière, le sentier des douaniers, le GR20? C'est oublier que la nature est un bien universel, un bien commun universel, dont il n'est possible de conditionner la contemplation ou l'usage à un endroit, à un droit d'entrée. Ce que l'on pourrait faire payer, par contre, c'est le moyen de transport. C'est un service ou exiger une réservation en hébergement pour limiter l'accès à un site. Vous citez le cas du Mont-Blanc. Aujourd'hui, dans le cas du Mont-Blanc, ce que l'on limite, c'est la capacité d'accueil et la nécessité d'une réservation en amont dans le refuge du goûter. C'est aussi le cas des Cinque Terre où ce que l'on paye, c'est l'accès, parce qu'il n'y a que cet accès-là, au train. C'est le billet de train qui est payé. Donc, c'est le cas dans la plupart des sites en France et ailleurs où ce que l'on fait payer, c'est le parking, les navettes et l'accessibilité.
Enfin, nous pourrions mobiliser des dispositifs de fiscalité environnementale, comme nous l'avons évoqué et nous l'avons voté ici pour ce qui est de l'écotaxe sur les camping-cars, mais en la matière, il nous faut une adaptation législative ou réglementaire, et vous savez que tout ceci nous a été refusé jusqu'à maintenant. De manière générale et en conclusion, si tant est que l'on puisse conclure sur ce sujet, notre feuille de route est aujourd'hui tracée et intègre bien entendu ces questions de pression touristique et d'acceptabilité sociale de la fréquentation. Un comité technique sera réuni très prochainement à l'initiative de l'ATC en collaboration et en concertation avec l'Office de l'environnement. Et je le rappelle, la première exigence, c'est celle d'un diagnostic précis, raisonné et la mise en place de préconisations qui ne sont pas démagogues, mais véritablement adaptées à la réalité de la situation. Je vous remercie.